صباح الخير. Bonjour. Bonjour, donc j'espère que vous m'entendez. Donc le cours Oui. a porté sur l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire on va essayer de voir la structure des acides nucléiques. On va commencer par, bien sûr, l'ADN. Donc il faut savoir que l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, présente une structure en double hélice. On va voir donc les différents composants de cet ADN. Donc, un petit mot sur le gène. Donc, le gène est une succession
précise de base azotée, donc le gène est considéré comme étant un fragment d'ADN. Voilà. Comme des lettres qui forment des mots. Donc, fournit des instructions pour la fabrication de protéines. Et on va voir que côté donc synthèse des protéines, on dit toujours un gène est égal à une protéine. Donc, c'est les travaux donc, de Biddle et Tatum donc, qui disent que les gènes donc, seront donc traduits, si vous voulez, donc, en protéines. Voilà. Le génome c'est plus grand, est l'ensemble du matériel génétique d'un individu codé dans son ADN. Le génome humain, donc, il a été découvert donc, déjà en 2001. Donc, pour les questions, je pense qu'on va les laisser donc à la fin de la session. Voilà. Donc, ici, on va poser donc la question, c'est le premier cours, hein, structure des acides nucléiques. D'accord. Donc, vous avez déjà le support pédagogique. On enchaîne. Maintenant, donc, le plus important, c'est bien sûr un petit mot donc, sur l'historique de la structure de l'ADN. Donc, les scientifiques découvrent la structure de l'ADN, le fondement matériel de l'hérédité. Et bien sûr, la structure classique qu'on connaît donc, actuellement, c'est grâce aux travaux donc, de Watson et Crick, c'est-à-dire le modèle proposé de l'ADN qu'on va voir, le modèle en double hélice. Donc, c'est un modèle donc, à partir donc, des travaux de Watson et Crick. Voilà. Qui eux-mêmes donc, se sont inspirés des travaux donc, de Rosalind Franklin. Donc, il faut savoir que l'ADN hérité de nos parents est notre génome. Bien sûr, les enfants ressemblent à leurs parents parce que l'ADN de ces derniers se réplique d'une manière précise avant d'être transmis d'une génération à l'autre. Il faut savoir donc que la propriété principale de l'ADN, c'est de pouvoir se répliquer. L'ADN dicte nos caractéristiques physiques, c'est-à-dire biochimiques, anatomiques, physiologiques, via nos protéines. C'est-à-dire c'est à partir donc de l'ADN, on aura donc des protéines qui voulaient donc vont exprimer nos caractères donc biochimiques, anatomiques et physiologiques. Donc c'est toujours donc des expériences majeures mènent les chercheurs à reconnaître que l'ADN est le matériel héréditaire. Donc les tout, ça c'est l'historique, mais c'est quand même c'est important donc de savoir. Les tout premiers donc, travaux donc, remontent à 1910, travaux de Morgan sur la mouche, donc les drosophiles. Donc, déjà, cette époque-là, donc, il penchait vers ou pour les protéines. Donc, il disait que les protéines donc, étaient le support donc, de l'information génétique, alors que l'ADN semblait trop uniforme dans sa structure pour pouvoir expliquer la grande diversité démontrée par le vivant. Bien sûr, donc c'est l'ADN. Donc l'expérience de Griffith vient ensuite, c'est en 1928. Donc Griffith prouvait donc qu'il y aura une transformation des bactéries par l'ADN d'autres bactéries. Donc il va prendre deux souches bactériennes, l'une pathogène, qui est lisse parce qu'elle a une capsule, voilà. Et l'autre, elle est rugueuse et non pathogène car elle est dépourvue de capsule. Donc, Griffith, ce qu'il fait, donc, il va prendre un mélange de bactéries pathogènes qui sont mortes, détruites par la chaleur, et non pathogènes qui sont vivantes, et fait un mélange,
et l'injecte donc à une souris. Donc, et cette souris-là va mourir. Voilà. Et après, donc, si vous voulez, exploration, on retrouve chez cette souris morte qu'il y a des bactéries pathogènes vivantes. Voilà. En conclusion, donc, les bactéries vivantes non pathogènes ont capté une substance provenant des bactéries pathogènes et se sont transformées en bactéries pathogènes, ce qui a fait mourir donc, cette souris-là. Donc l'agent de transformation est héréditaire, puisque les bactéries, si vous voulez, donc transformées en pathogènes, se reproduisent en d'autres bactéries donc, pathogènes. Et bien sûr, l'agent de transformation n'est pas constitué de protéines, parce qu'il y avait donc des protéines se sont dénaturées par la chaleur. Or, Griffith a utilisé la chaleur pour tuer les bactéries. Donc, on peut penser donc, que l'agent de transformation est l'acide désoxyribonucléique. Après, donc, il y avait les travaux donc, de l'équipe d'Avry, c'était en 1944, qui détermine que l'agent de transformation dans l'expérience de Griffith est véritablement l'ADN. Donc, l'équipe d'Avry confirme les travaux donc, de Griffith. Vient ensuite l'analyse de l'ADN par Chargaff, c'était en 1947. Chargaff établissait donc des règles donc, qui disaient que, et ces règles sont applicables, c'est-à-dire de nos jours, chaque espèce a sa propre composition d'ADN, et dans l'ADN, il y a autant d'adénine que de thymine, et autant de guanine que de cytosine. Donc, on va voir par la suite, c'est ce qu'on appelle les bases azotées. Les bases azotées sont en nombre de 4. Il y a l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. C'est-à-dire le rapport est toujours donc égal à 1. Il y a aussi de base A que de base T, et aussi donc de base G que de base C, bien sûr, chez la même espèce. Donc, l'expérience d'Hershey et Chase, c'était en 1952. Donc, une preuve de la programmation de cellules par l'ADN viral. Donc, ils ont pris donc 2 groupes de virus. Un groupe de virus ayant de l'ADN marqué au phosphore radioactif, le P32, et le deuxième groupe donc, de virus ayant des protéines donc marquées au soufre radioactif. Vous voyez la différence. Donc, le premier groupe, c'est les virus, l'ADN est marqué. Le deuxième, c'est les protéines, c'est-à-dire la capsule virale essentiellement. Avec des bactéries, bien sûr. Donc, les bactéries infectées par des virus aux protéines marquées ne deviennent pas radioactives, mais celles infectées par des virus à l'ADN marqué donc le deviennent. En conclusion, bien sûr, comme vous voyez ici, voilà le matériel héréditaire injecté par les virus aux bactéries et bien sûr donc l'ADN. Matériel héréditaire. Donc au début des années 50, les chercheurs sont convaincus que le support génétique est de l'ADN. Ils se lancent dans la course afin de découvrir sa structure tridimensionnelle. Donc, il y a 2 équipes, il y a Pauling en Californie et l'équipe donc de Franklin à Londres. Donc à cette époque déjà, on connaît les constituants de l'ADN et la disposition de ces liaisons. Il faut savoir que l'ADN est fait donc de 3 éléments. Donc, vous avez le sucre qui est le désoxyribose, vous avez le groupement phosphate, il est là, et vous avez une base azotée, à savoir donc les 4 bases. On va voir par la suite. Donc, c'est à partir des travaux, j'ai dit donc de Franklin, qui était donc fait en 1953. D'ailleurs, elle est morte à l'âge de 38 ans, un cancer, et son équipe a reçu le prix Nobel en 1962. Donc, elle démontre que l'ADN possède une structure hélicoïdale grâce à la radiographie de l'ADN
par diffraction de rayons X. Et c'est à partir des travaux donc, de Franklin que Watson et Crick établirent donc ou proposèrent un modèle qui est en double hélice. D'accord. Le modèle donc en double hélice. Les bases azotées sont à l'intérieur de la double hélice, dans laquelle on retrouve toujours les paires A qui vont s'apparier avec les paires T. Là, je parle des bases azotées, bien sûr. Donc, toujours, il y a une liaison entre A et T et entre G et C par des liaisons hydrogènes. Bien sûr, donc, ces travaux, c'est-à-dire le modèle qu'on connaît donc, de nos jours, donc actuellement, c'est le modèle qui est établi donc, par Watson et Crick et qui a été publié dans la revue Nature en 1953, qui a obtenu donc le prix Nobel, ainsi que Franklin donc, en 1962. Voilà. Donc, le modèle explique les règles de Chargaff, c'est-à-dire le modèle en double hélice, le modèle en structure bicaténaire, explique les règles de Chargaff qui disent qu'il y a autant A que de T et autant de G que de C. Et laisse entrevoir, d'ailleurs c'est la propriété donc importante de cet ADN et la propriété ou le pouvoir de se répliquer. Donc laisse entrevoir comment l'ADN peut se répliquer. Est-ce que vous arrivez à m'entendre jusqu'ici? M'entendre? Le son est actif. Très bien. Maintenant, la structure de l'ADN, bien sûr, donc à la forme d'une échelle enroulée en double hélice est composée de séquences de nucléotides. D'ailleurs, on va voir ce que c'est qu'un nucléotide. Chaque nucléotide, qui dit nucléotide, dit 3 éléments, qui sont, j'ai dit donc, vous avez un groupe phosphate, vous avez un sucre qui est le désoxyribose, l'acide désoxyribonucléique. Et vous avez, bien sûr, donc une base azotée. Donc, une base azotée, les bases azotées sont au nombre de 4. Vous avez les bases puriques et les bases pyrimidiques. L'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Voici donc, ici, donc, c'est une succession de nucléotides, bien sûr. Hein. Donc, et les bases azotées sont complémentaires, de telle sorte que A va se lier avec T et G avec C. Donc, comme définition, on peut dire que l'ADN est une longue molécule d'acide désoxyribonucléique contenant l'information génétique de la cellule et de l'organisme. Chaque cellule d'un individu contient les mêmes molécules d'ADN, bien sûr, sauf, on parle dans des conditions normales, sauf en cas de maladie ou de mutation, bien sûr, qui affecte notre ADN. En se divisant, la cellule transmet son patrimoine génétique aux cellules filles. D'ailleurs, donc, c'est, si vous voulez, donc c'est la définition exacte donc, de l'hérédité. Structure, j'ai dit que l'unité de base de l'ADN est le nucléotide. Sur ce schéma, donc, voilà, un nucléotide. Vous avez un sucre qui est ici, qui est le désoxyribose, c'est un pentose. Vous avez ici un groupement phosphate. Ici, une base azotée. Donc, et il y a 4, si vous voulez, bases azotées. C'est toujours à l'intérieur de la chaîne hélicoïdale. Hein. Toujours, donc, les bases azotées sont, si vous voulez, situées à l'intérieur de la double hélice. Donc, il existe 4 bases différentes. Vous avez 2 bases puriques et 2 bases pyrimidiques. Et bien sûr, ça, c'est la, si vous voulez, donc, c'est la conformation, la structure, donc, si vous voulez, donc, chimique de ces bases. Hein. Vous avez les bases puriques, l'adénine et la guanine, et les bases pyrimidiques, vous avez la thymine et la cytosine. Toujours une base purique va se lier avec une base pyrimidique, de telle sorte que l'adénine va se lier avec la thymine et la guanine avec la cytosine. Voici donc, si vous voulez, donc la structure donc,
moléculaire ou biochimique donc, de ces bases azotées. Vous avez les bases ici. Voilà. Et les nucléotides, j'ai dit que l'ADN est une succession de nucléotides qui sont liés, bien sûr. Voilà, voici sur ce schéma-là. Voilà, une succession de nucléotides qui sont liés par des liaisons phosphodiestères. D'accord? Les nucléotides peuvent se lier les uns aux autres par l'intermédiaire de leur groupe phosphate et de leur sucre. Voilà. Ils peuvent donc former de longues chaînes polynucléotidiques. L'ADN est constitué de deux chaînes polynucléotidiques enroulées l'une autour de l'autre. Donc, on a dit donc il y a une structure en double hélice ou une structure bicaténaire. Les deux chaînes de l'hélice sont reliées l'une à l'autre, voilà, de telle sorte que par des bases azotées, de telle sorte que l'adénine se lie à la thymine par deux liaisons hydrogènes, alors que la guanine se lie à la cytosine par trois liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes sont considérées comme étant des liaisons faibles. Qui dit liaison faible, donc elles peuvent être donc rompues par dénaturation thermique ou par la chaleur. Donc il y aura donc rupture, si vous voulez, des liaisons entre cette double hélice. D'accord? Voilà la structure donc tridimensionnelle établie par Watson et Crick. Il faut savoir que parmi les propriétés donc, de l'ADN, c'est la complémentarité. La complémentarité. Donc, on m'a posé juste la question, donc on doit apprendre les expériences. Bon, c'est pour vous, c'est de l'historique. L'essentiel, donc, c'est bien sûr avoir un petit aperçu sur comment est établie donc la structure de l'ADN, la structure donc établie par Watson et Crick, et bien sûr la structure de l'acide désoxyribonucléique et également donc sa fonction et ses propriétés. On revient donc l'ordre précis dans lequel les nucléotides sont ordonnés le long de la chaîne d'ADN donne le code spécifique des protéines, bien sûr. Donc une fois déroulée, la molécule d'ADN peut atteindre 7 cm de long. L'ADN est contenu dans le noyau et ne peut pas en sortir, bien sûr. La fonction, il faut savoir bien sûr que l'ADN, c'est le porteur ou le support de l'information génétique de la cellule. Les gènes qui sont, j'ai dit donc, des fragments d'ADN, sont des facteurs héréditaires qui sont responsables des caractères phénotypiques de l'individu. Les gènes vont être traduits par la suite en protéines qui vont nous donner, donc, si vous voulez, nos caractères donc, physiques, biologiques et biochimiques. Voilà. Donc, les gènes contiennent des instructions permettant aux cellules de polymériser les acides aminés dans un ordre bien précis et de synthétiser ainsi des protéines spécifiques. Donc, voilà, le génome humain a été séquencé en 2001. On considère qu'il est constitué d'environ 30 000 gènes. Donc, vous avez acide phosphorique ou le groupement phosphate, le désoxyribose et les bases azotées sont à l'intérieur, qui sont liées par des liaisons hydrogènes. C'est ce que vous devez donc apprendre sur le plus important, c'est la structure et la fonction donc, de cet ADN-là. Bien sûr, la propriété essentielle, c'est la réplication de l'ADN. C'est quoi la réplication? C'est la propriété de dédoublement de tout l'ADN avant la division cellulaire. Bien sûr, le but, c'est de transmettre les gènes de génération en génération. Le monomère de la réplication est ce qu'on appelle le nucléoside triphosphate. Voici sur le schéma, ici, donc un nucléoside triphosphate. Vous avez, il est chimiquement actif, vous avez 3 groupements phosphates, voilà, et vous avez le sucre et une base azotée. Voilà. Il faut savoir que
ces nucléosides triphosphates sont chimiquement actifs grâce aux charges négatives des 3 groupes phosphates. Ils se lient à l'ADN en formation en perdant 2 groupes de phosphate qu'on appelle le pyrophosphate, et l'hydrolyse du pyrophosphate en 2 molécules va dégager l'énergie nécessaire à la liaison du nucléotide à la chaîne d'ADN. Pour plus de détails, on va essayer de voir donc le concept de cette réplication. Voilà. Donc, en premier lieu, j'ai dit que chaque molécule d'ADN se déroule, c'est-à-dire elle se déroule et se sépare en 2 brins qui vont servir de matrice pour la synthèse d'ADN. Bien sûr, les liaisons hydrogènes qui étaient entre les bases azotées vont être rompues. Les nucléosides triphosphates qu'on a vus, c'était le monomère donc de la réplication. Ils sont déjà synthétisés et présents dans le noyau. Ils sont libres. S'approchent les extrémités 3' des brins d'ADN en formation. J'explique sur schéma. Voilà. Voici donc les nucléosides donc triphosphates. Voilà. Après, si vous voulez donc déroulement de la double hélice, donc rupture donc des liaisons hydrogènes, un nucléoside triphosphate qui était libre et synthétisé donc est déjà présent dans le noyau va venir ici et va s'accrocher donc par l'intermédiaire d'une base azotée, bien sûr, il faut respecter la complémentarité. Il y a aussi donc l'ADN polymérase. Le rôle de cette ADN polymérase est quoi? Voilà. Elle libère le pyrophosphate de chaque nucléoside. Je reprends donc libère le pyrophosphate de chaque nucléoside qui s'ajoute et utilise l'énergie dégagée par la réaction pour unir les nucléotides entre eux par des liens phosphodiesters. Sur schéma, donc c'est plus simple. Donc, hydrolyse donc le pyrophosphate. J'ai dit donc au début, vous avez un nucléoside triphosphate. Après, donc le pyrophosphate, il est là, il est détaché. L'ADN polymérase va rompre, si vous voulez, donc cette liaison et va permettre au nucléotide restant, qui est donc le nucléotide, c'est différent. Hein. Il y a nucléoside et nucléotide. D'accord? Le nucléotide, donc, bien sûr, va s'attacher par l'intermédiaire donc d'une liaison phosphodiester entre sucre et groupement phosphate. Et ainsi de suite, donc, la chaîne va se compléter. Donc, les 2 nouvelles molécules, voilà, d'ADN s'enroulent, c'est-à-dire ça, c'est après la réplication, après la fin de la réplication, en une double hélice. Et il y a maintenant 2 nouvelles molécules d'ADN, là où il n'y en avait qu'une seule. C'est bien sûr le concept de base de la réplication. Donc, je pense qu'on a fait déjà le tour de la structure des acides nucléiques. Et bien sûr, en premier lieu, on a vu donc l'acide désoxyribonucléique qui est l'ADN. Est-ce qu'il y a des questions ou on enchaîne avec la structure donc, de l'ARN? L'ARN, donc c'est beaucoup plus simple. Hein? C'est-à-dire, c'est orienté l'ARN directement. Très bien. Donc, on va enchaîner. C'est simplifié. Alors, au moins pour voir donc, la différence entre structure d'ADN et d'ARN. Tout ça, c'est des notions de base. Hein. Qui dit ARN dit acide ribonucléique. D'accord? L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Donc, il est synthétisé, bien sûr, à partir de l'ADN. Il possède un rôle essentiel de messager de l'information génétique. On peut dire que c'est un intermédiaire entre l'ADN et les structures cellulaires chargées de lire la séquence d'informations copiées de l'ADN en vue de la production des protéines. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Il existe différents types d'ARN. On va voir par la suite. Bien sûr, vous avez l'ARN messager, l'ARN de transfert et les ARN ribosomaux. D'accord? Donc,
l'unité de base donc, est comme pour l'ADN, le nucléotide, mais un petit peu, donc, il y a une différence donc, du point de vue donc, structure. Le sucre, donc, c'est le ribose. La base thymine n'existe pas et est remplacée par l'uracile. Donc, il n'y a pas de T de thymine au niveau donc, de l'ARN. Il y a la base U, uracile, et l'ARN est une molécule simple brin, à la différence de l'ADN. On a dit donc c'était une molécule donc double brin ou présentait une structure bicaténaire. D'accord. Donc, l'ARN est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Il est synthétisé dans le noyau à partir de l'ADN lors de la transcription. Je pense que vous avez vu déjà la transcription. Les différents ARN ont tous un rôle particulier dans le processus complexe de synthèse des protéines. Vous avez l'ARN ribosomal, vous avez l'ARN messager, le rôle donc majeur, bien sûr, il véhicule l'information génétique de l'ADN au site de fixation se trouvant sur les ribosomes où il est traduit en chaîne polypeptidique. Alors que l'ARN de transfert, c'est, si vous voulez, donc, il porte à son extrémité un acide aminé qui sera complémentaire du codon porté par l'ARNM qui lui est associé de par les règles de la génétique. Maintenant, donc, terminer avec la structure des acides nucléiques, on va essayer d'enchaîner donc avec la synthèse des protéines. Vous avez déjà fait le premier volet qui est la transcription. Maintenant, on va essayer de voir donc la traduction. D'accord? Donc, on a terminé avec le premier cours qui s'intitulait donc, structure des acides nucléiques. Donc, on va essayer donc de voir le deuxième volet de la synthèse des protéines, puisque vous avez fait donc la transcription, qui est donc la traduction. Bien sûr, qui dit gène, j'ai dit donc dit protéines. Les gènes donc dictent les caractères physiques de l'individu via les protéines. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de savoir que l'information génétique est codée et qu'il y a un code génétique, d'accord? Et bien sûr, les différentes étapes de la traduction, qui est la synthèse donc d'un polypeptide à partir de l'ARN M via bien sûr les ARN donc T et les ARN donc ribosomaux. Donc j'ai dit que Bidletatum donc disait que on généralise l'hypothèse donc et conclut que l'ADN, pardon, les gènes, donc voilà, l'hypothèse, donc un gène est égal à une protéine. D'accord? Ou on devait plutôt dire donc un gène est égal à une molécule d'ARN. Donc, vous avez fait la transcription. Il nous reste donc la traduction, donc qui est à partir donc qui va se faire à partir de l'ARN messager mature. D'ailleurs, vous avez fait donc qu'il y a une maturation donc de cet ARN pré-messager qui devient ARN messager mature et qui sera transformé en une chaîne polypeptidique. Donc, on peut dire que la traduction, c'est la synthèse d'un polypeptide à partir d'un ARN messager mature. Donc, on passe du langage ARN au langage des protéines, des acides aminés. Qui dit donc polypeptide, dit, c'est-à-dire, si vous voulez, donc c'est une succession, si vous voulez, donc bien précise, selon un ordre bien codifié d'acides aminés. La différence, donc, on va passer rapidement là, la différence générale lors de la transcription et la traduction chez les cellules prokaryotes et eucaryotes. Il faut savoir que chez les prokaryotes, donc le processus il est très rapide et il s'effectue au niveau du noyau. Alors que pour la cellule eucaryote, bien sûr, c'est un petit peu différent. C'est un processus qui est beaucoup plus lent. La transcription se fait au niveau du noyau et puis
Donc, la traduction va se faire en extranucléaire, c'est-à-dire dans le compartiment du cytoplasme. D'accord? Voici la différence donc, entre ces deux étapes, donc de synthèse protéique chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. On a dit que l'information génétique est codée. Vous arrivez à me suivre? Très bien. Donc, je pense qu'on n'a pas assez de temps, donc on va enchaîner avec une autre session normalement. Voilà. Donc, il faut savoir que l'information génétique est codée. Il y a ce qu'on appelle un code génétique. Ce code génétique, c'est quoi? C'est un code à tripler et qui concerne bien sûr l'ARN. Le code est formé de triplets de nucléotides qu'on appelle les gênants pour l'ADN, mais pour l'ARN, si vous voulez, donc les gênants sont déchiffrés en triplets de nucléotides d'ARN-M, c'est ce qu'on appelle les codons. Donc, qui dit codon, c'est spécifique à l'ARN-M. D'accord? Et les codons sont déchiffrés en triplets de nucléotides d'ARN-T par l'intermédiaire des anticodons. Et les anticodons sont déchiffrés en acides aminés. Donc, pour résumer ça, donc vous avez le schéma ici. Donc, j'ai dit que pour les codons, ça concerne l'ARN-M. D'accord? Pour l'ADN, on l'appelle le génome, bien sûr, c'est complémentaire. Et pour le brin de l'ARN-T, l'ARN de transfert qui est chargé donc, de ramener l'acide aminé, donc, qui correspond à si vous voulez, au code, ici au codon, par l'intermédiaire de son anticodon, qui est ici, qui va ramener donc l'acide aminé, donc, si vous voulez, nécessaire. D'accord? Voilà. On va essayer de détailler ça. Donc, voilà. Il faut savoir que par convention, j'ai dit que le terme de code génétique est restreint à la liste des codons d'ARN-M et des acides aminés qu'il détermine. Donc, qui dit donc codon, on parle toujours donc des triplets d'ARN-M. Voilà. Tous autres correspondances, donc base ADN avec base ARN ou base ADN et acides aminés, ne doivent pas être appelées ainsi. Donc, il faut savoir qu'il y a en tout 64 codons d'ARN-M qui ont été identifiés par les chercheurs. 61 codons codent pour les 20 acides aminés donc, de notre organisme. Et alors que les 3 restants, on parle donc de codons donc, stop. C'est quoi les codons stop? Donc, c'est les codons qui indiquent la fin de la traduction. D'ailleurs, il y a 3. D'accord? Et toujours, le codon de départ ou le codon d'initiation, on parle donc de codon d'initiation, c'est il code pour l'acide aminé méthionine. Donc, ainsi, toutes les chaînes polypeptidiques donc chez les eucaryotes commencent par la méthionine. Okay, c'est le codon AUG. Voici donc le dictionnaire donc, du code génétique. Vous avez toujours donc, un seul codon de départ ou d'initiation, c'est l'AUG, donc qui code pour la méthionine. Les autres, donc, il y a plusieurs codons qui codent pour un même acide aminé. Et à côté, donc, j'ai dit il y a 61 codons qui codent pour 20 acides aminés. Les 3 restants sont des codons stop qui marquent la fin de la traduction. Voilà, vous avez UAA, UAG et UGA. D'accord? Voilà, 61 codons codent 20 acides aminés. Donc, un codon code la méthionine et sert de codon de départ. Et les 3 codons restants donc, sont des codons stop ou codons carrés. Donc, il faut savoir parmi les propriétés de ce code génétique que ce codon-là ou ce code génétique est redondant ou dégénéré. Il y a ce qu'on appelle la redondance ou la dégénérescence de ce code génétique. C'est quoi cette propriété-là? Il faut voir ici que plusieurs codons codent pour un même acide aminé. Si on prend par exemple cet acide aminé, la leucine, donc vous avez donc 4 codons qui codent donc pour cet acide aminé. Voilà. Et le rôle de cette redondance
La redondance, si vous voulez, donc, c'est la modification toujours donc, de la troisième lettre,